Eh bien, bonjour à tous, c'est Elite, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que je vais pouvoir faire en fait sur comment, tout simplement, qu'est-ce que l'UEFI et comment le configurer correctement. Et je remercie au passage du coup Burnout220 qui est un ami en fait que j'ai rencontré, un abonné YouTube qui est devenu un ami, qui m'a prêté en fait un boîtier d'acquisition Avermedia pour pouvoir faire ces vidéos. Histoire que voilà, que ce soit vraiment enregistré directement sur l'écran et non pas déporté, que l'enregistrement soit vraiment efficace et que ce soit pas pollué. Si je peux, comme si j'avais fait la vidéo par exemple avec un téléphone portable, ça aurait été quand même relativement moins intéressant. Alors donc qu'est-ce que l'UEFI? L'UEFI en fait est le remplaçant du BIOS qui existait il y a quelques années, et l'UEFI en fait a permis tout simplement de pouvoir utiliser le clavier et surtout la souris en fait au niveau d'une interface graphique, vous permettant, c'est un petit peu plus confortable en fait que l'ancien système de BIOS qui était tout juste horrible, qui était vraiment très moche. Donc voilà, ici on retrouve donc l'interface de base d'un BIOS, d'un UEFI Asus d'une PU de P67, donc chipset P67. Je vais vous montrer un petit peu comment configurer tout ça correctement, sachant que là j'ai réinitialisé complètement les réglages pour pouvoir vous montrer un petit peu comment régler ça de manière à optimiser les choses. Donc ici on va cliquer du coup ici sur quitter avancé, on va aller sur le mode avancé, puisque j'utilise toujours le mode avancé pour faire les configurations. Alors voilà, c'est très simple, on va retrouver dans un premier temps les informations du BIOS en question. On voit que c'est le BIOS 3602 en 64 bits. Ça voilà, il vous met de toute façon x64, les BIOS, il n'y a pas 32 bits et 64 bits. Vous flashez, point barre. C'est l'architecture en fait qui est affichée ici. Donc la version, la date de la version du BIOS, qui est donc la dernière pour cette carte mère, et différentes informations, donc la version du firmware de l'Intel Management Engine, qui est ici aussi la dernière version, et la révision de la carte mère qui est donc la révision B3. On retrouve ici différentes informations, donc la vitesse du processeur, le type de processeur, et on voit ici qu'il est à 3400 MHz. On retrouve en dessous, juste en dessous, les informations de la mémoire vive. Donc on voit que j'ai 32 Go de RAM de DDR3 qui est actuellement configuré en 1333 MHz et qui n'est donc pas optimisé, puisque sa vitesse de fonctionnement réelle normale et conseillée c'est la 1600 à 1600 MHz. Alors ici donc la langue du système j'ai configuré en français, et on retrouve différentes informations, la date et l'heure. Donc ici dans sécurité on va avoir la possibilité de mettre un mot de passe administrateur utilisateur pour pouvoir rentrer le BIOS qui sera exigé du coup lorsque vous voudrez rentrer dans le BIOS UEFI. Voilà, dans l'UEFI on va le dire tout simplement, c'est plus simple. On va trouver ici un onglet iTweaker, et on peut voir que donc la cible à l'heure actuelle donc en mode turbo est à 3 Go 8, et on voit ici que la mémoire est à 1333, et donc le but c'est vraiment d'optimiser les réglages de votre BIOS pour pouvoir déjà gagner du temps de démarrage et puis désactiver les choses dont vous ne servez pas. Donc on retrouve ici AI Overclock Tuner. Donc moi je vais cliquer ici sur auto et je vais le passer en XMP, ce qui va me permettre en fait de régler ma RAM à sa vitesse maximum conseillée, ainsi que les différents timings et voltages qui seront à appliquer par la suite au niveau d'autres onglets. Alors la BCLK pour l'instant là c'est pas une vidéo d'overclocking, c'est vraiment une vidéo pour vous expliquer un petit peu les différents éléments qui composent en fait tous ces petits onglets, toutes ces petites lignes, que vous compreniez un petit peu à quoi ça correspond. Ici en fait c'est ce qu'on appelait avant le FSB, qui est donc le bus en fait, la vitesse du bus du processeur PCI Express, que je laisse ici par défaut puisque je n'overclock pas via le BCLK. Moi j'utilise voilà tout simplement d'autres techniques. Ici on va retrouver le ratio turbo. Alors là évidemment c'est des réglages qui sont faisables, qui vous permettent en fait de régler le ratio turbo maximum de votre processeur. Par défaut le mien en fait il est à 3 Go 8, donc on va appliquer 38 plutôt que de le laisser en auto. J'aime bien appliquer les valeurs concrètement pour vraiment faire les choses, régler les choses comme elles doivent être réglées, sachant que quand j'assemble des machines pour mes clients, c'est évident que je vois des magasins qui font des assemblages mais qui ne configurent jamais le BIOS, donc les gens ils rentrent, ils croient qu'ils ont un super PC, sauf que il n'est pas optimisé et ils se retrouvent avec des vitesses de RAM qui sont pas réglées, etc. Le processeur c'est pareil, donc voilà, je trouve ça plutôt moyen, mais moi je préfère régler ça correctement dès le départ, comme ça après on peut vraiment profiter de la puissance réelle de la machine. Alors ça on va pas toucher pour l'instant la PLL overvoltage, puisque c'est dans le cadre si on fait en fait de l'overclocking extrême. Donc la fréquence mémoire, ce qu'on peut voir ici c'est que du coup je l'ai passé à 1600 MHz en appliquant le fameux profil XMP, qui est donc un profil optimisé
qui est intégré en fait dans les barrettes de RAM, hein, directement. Et donc c'est des profils que je vous conseille d'appliquer, hein, puisque c'est vraiment les profils optimisés pour avoir les performances maximum. Alors ici évidemment je désactive toujours le mode d'économie d'énergie, hein, puisque mon but moi c'est d'avoir une machine puissante, et puis voilà, moi je reste pas jouer avec ça, et puis honnêtement c'est des fonctionnalités que je préfère désactiver parce qu'elles font bugger les machines plutôt qu'autre chose. Au niveau de l'OC Tuner, on va pas toucher, tout simplement parce que je n'overclock pas avec ça, c'est des choses que je trouve pas terribles du tout. Peu importe les marques de carte mère, à part, bon, peut-être que MSI s'en sort un petit peu mieux à ce niveau-là. Mais bon, en tout cas, chez Asus, cette génération de carte mère-là, c'était pas forcément génial au niveau de l'OC Tuner. Je préfère faire un overclocking manuel. Donc l'overclocking étant en fait la possibilité de pousser le processeur à des fréquences qui n'est pas auxquelles en fait il n'est pas en stock, c'est-à-dire que de base, le mien c'est du 3 Go 4 de base, 3 Go 8 en mode turbo, et l'overclocking ça va être le fait de le pousser au-delà de cette fréquence. Donc on va retrouver ici le contrôle du minutage des RAM, sachant que moi les préconisations constructeurs c'est 9, 9, 9, 27 et ici 1 que je vais donc appliquer en appuyant sur le pavé numérique, le chiffre 1, et je vais valider avec entrée. Alors ici les autres timings on va pas y toucher pour le moment, c'est des timings qu'on touche très rarement. Faut pas s'amuser avec la mémoire parce que dans certains cas effectivement vous pourrez retrouver dans une grosse galère et ne plus pouvoir démarrer la machine. Au niveau de la gestion de l'alimentation du CPU ici, donc le ratio non turbo de base, le mien il est à 34. Voilà, donc on va réactiver, ça c'est un joli bug hein, de chez Asus aussi, on va réactiver ici le mode turbo. Alors le mode Intel Speed Step, en fait ça va être tout simplement le processeur qui va passer des fréquences en fait économie d'énergie. Je dirais par exemple il va passer de 2600 MHz quand vous êtes en bureautique, dès qu'il y a besoin de charge il va augmenter automatiquement à sa fréquence de 3400 MHz ou de 3800 MHz si besoin de vraiment de beaucoup de puissance lorsque vous lancez un jeu ou ce genre de choses. Donc ici on laisse le Intel Speed Step technologie d'activer. Le mode turbo évidemment on laisse activer. Ici on ne touche à rien, on peut se permettre de laisser en auto, c'est extrêmement bien géré par la carte mère à ce niveau là, et on retrouve ici différentes options qu'on va pas spécialement besoin d'avoir de toucher, à part dans le cas où évidemment on procéderait à un overclocking. Donc par défaut on ne touche absolument pas à ces valeurs là qui sont tout juste très bien réglées de base. Alors ici on va avoir différentes informations. Je reviendrai évidemment lorsque je ferai une vidéo sur l'overclocking sur tous ces différents paramètres. Donc ici on va voir les informations, on voit que actuellement le processeur donc a un voltage donc de 1,15 volts. On ne touche absolument pas à ça. On vérifie ici que par rapport aux préconisations des constructeurs de vos barrettes de RAM, que le voltage est bien appliqué. Là en l'occurrence il a bien lu le voltage dans le profil XMP, donc 1.50 c'est tout juste impeccable puisque c'est ce qui est recommandé pour ces barrettes là. Alors ici pareil on ne touche pas pour l'instant, ça ne sert strictement à rien, on n'est pas dans le cadre d'un overclocking, on est dans le cadre d'une optimisation de l'UEFI pour gagner du temps de démarrage. On va passer à l'onglet avancé, mais juste avant de passer à l'onglet avancé, on peut constater que ici le turbo mode est bien à 3800 MHz et que la mémoire vive est donc à 1600 MHz. Alors on va aller sur l'onglet ensuite le suivant avancé, on va aller sur configuration CPU et on va constater que le mode, donc le ratio non turbo est bien sur 34 et on voit ici différentes informations, donc le cache du processeur, etc., les différents caches, la vitesse du processeur, les instructions supportées, et surtout les différents ratios qu'on peut lui appliquer hein, de base. Donc le CPU ratio est bien sur 34 puisque c'est le ratio non turbo. Alors ici on va trouver différentes options qu'il va falloir éventuellement activer ou désactiver selon ce que vous voulez faire, mais je vous conseille si vous ne appliquez pas d'overclocking de laisser quasiment tout par défaut, de bien vérifier que l'hyperthreading est activé, donc Intel Adaptive Thermal Monitor aussi, c'est important pour la température du processeur. Le nombre de cœurs processeur actifs, on va laisser évidemment sur All, à moins que vous souhaitez en fait pour une application bien particulière ne laisser que le mode turbo sur un cœur. Bref, moi je vous conseille de laisser ça vraiment par défaut. Ici il y a certaines valeurs qu'on va activer, par exemple la virtualisation. Si vous installez des machines virtuelles, je vous conseille de l'activer parce que sinon vous ne pourrez pas utiliser vos machines virtuelles vu que les instructions seront désactivées. Ici on va retrouver tout ce qui est lié en fait inhérent aux économies d'énergie et au speed step que j'ai laissé activer volontairement hein, puisque comme je vous disais ça va permettre à votre processeur de faire varier sa fréquence
pour pouvoir consommer moins d'énergie et utiliser vraiment lorsqu'il y a des charges lourdes la pleine puissance du processeur que lorsque vous lancerez des jeux ou du montage vidéo ou ce genre de choses. Donc le mode turbo on le laisse activer et toutes ces choses là, par contre donc, le support C1E, C3, C6, je vous conseille quand même de les mettre en actif parce que des fois en auto elles ne fonctionnent pas. C'est des bugs qui sont bien connus, donc des cartes mères Asus et puis de certaines autres marques. Donc ici j'active donc tous ces petits paramètres. Une fois que c'est fait, on a fait le tour, on vérifie bien qu'on a activé, etc. On revient en arrière, donc pour la configuration du CPU, c'est ok. Le South Bridge ici, on va laisser le HPET, donc le High Precision Timer, on va le laisser activer, même si sous Windows 10, apparemment, ils utilisent maintenant un autre algorithme. Moi, je sais que je n'y touche absolument pas. J'ai fait des tests, en fait, c'est-à-dire que j'ai tenté de le désactiver pour voir s'il y avait des gains, etc. Et c'est totalement aléatoire, c'est-à-dire que des fois, vous allez perdre un point ou gagner un point, mais j'imagine même pas que, enfin, pour moi, c'est pas celui-ci qui a une influence, c'est vraiment le nombre de programmes lancés sur votre machine, etc. Mais au niveau des benchmark, ça ne change absolument rien, et au niveau de la réactivité de la machine, ça ne change absolument rien non plus. Donc laissez-le par défaut activé. La configuration SATA, donc en fait là on va retrouver les configurations des différents contrôleurs Serialata qui pilotent, en fait sur lesquels sont branchés vos lecteurs optiques et vos disques durs flash ou SSD ou disques durs mécaniques. Alors ici il faut toujours passer le contrôleur en mode AHCI qui est une comment dire un mode de contrôleur qui est aujourd'hui le plus utilisé puisque c'est optimisé au niveau des têtes de lecture pour les disques durs, etc. Bref, cherchez pas plus loin, c'est trop technique. Activez le mode AHCI à moins que vous souhaitiez éventuellement faire une configuration RAID avec plusieurs disques durs pour obtenir soit du RAID miroir ou du RAID performance. Enfin bref, il existe différents types de RAID, mais ceci est une autre histoire sur laquelle je reviendrai plus tard. Donc voilà, on active ici le mode AHCI, on active évidemment la vérification d'état Smart qui va vous permettre d'être prévenu en cas de défaillance du disque dur. Vous aurez un joli petit message au démarrage de l'ordinateur qui vous dira hard disk failed, backup and replace. Comme ça au moins vous serez prévenu. Sinon c'est Windows qui le fera, vous inquiétez pas. On retrouve ici évidemment les différents périphériques qui sont branchés sur ma carte mère, donc mon SSD qui contient mon système, mon disque dur de stockage 1 Tera, mes deux lecteurs optiques ici, voilà. Sachant que moi en fait j'ai des baies hot swap sur ma tour qui me permettent d'insérer directement des disques durs 2.5 à chaud. Donc je vais donc ici activer les deux branchements à chaud pour mes baies hot swap. Donc si vous n'avez pas de baie hot swap, ne touchez pas à ça, ça sert à rien de le brancher. Et puis surtout que le branchement à chaud, bon, c'est vraiment surtout dans le domaine professionnel que c'est utilisé. C'est assez rare que le particulier utilise ce genre de fonctionnalité. Donc on a fait un petit peu le tour, on revient en arrière ici en cliquant sur Back, on retrouve le réglage du North Bridge. Je vous conseille, si vous utilisez des modules mémoire supérieure à 4 Go, de l'activer. Ensuite on va aller dans configuration graphique, source d'affichage primaire, et je le règle toujours là où il doit être, comme il doit être réglé sur PCI Express, histoire que les choses soient vraiment réglées comme il faut. Moi j'aime vraiment bien régler quelque chose. C'est comme lorsque vous achetez une moto, et ben souvent il y a des magasins qui vont pas vous la régler, mais il y en a d'autres qui vont la régler, et la différence c'est dans le détail, et croyez-moi que ça a vraiment un impact qui est pas à négliger, quoi. Alors on revient en arrière pour le North Bridge. Du coup on a bien vu c'est faire, hein. On a appliqué les réglages, voilà. Il suffira de les sauvegarder, hein. Là on fait un réglage global et en fait on va l'appliquer et enregistrer à la fin. Configuration USB, vous n'avez absolument pas à toucher, à part si vous rencontrez certains problèmes donc de compatibilité ou des choses comme ça, mais par défaut vous laissez vraiment ici sur activer. On revient en arrière, on passe à l'onglet suivant, enfin à la ligne suivante, configuration des périphériques embarqués. Alors pour ma part j'utilise une carte son, je vais donc désactiver ici le chipset son intégré de la carte mère, je vais désactiver aussi le Bluetooth dont je ne me sers pas, puisque je vois pas l'intérêt en fait voilà, il faut installer des pilotes en plus, etc. Je m'en sers pas, donc je le désactive. Qui plus est, sur cette carte mère, pour trouver un pilote qui fonctionne pour le contrôleur Bluetooth, c'est tout juste l'horreur. Ils ont eu des gros soucis à ce niveau là. J'en ai trouvé un, mais ça m'a pris des semaines pour faire fonctionner tout ça, et ça, voilà, il fonctionne pas très bien. Le contrôleur Bluetooth il est connu pour avoir des soucis.
Le 1394, je ne m'en sers pas non plus. D'ailleurs, on s'en sert de moins en moins, et puis c'était vraiment dédié, pareil pour les professionnels ou sur du Mac, mais en tout cas, moi je m'en suis jamais servi sur PC. Le contrôleur de stockage Marvell, pour ma part, moi je m'en sers. Tous mes contrôleurs, voilà, ont des périphériques qui sont branchés. Mais si jamais, par exemple, vous avez que un disque dur, donc un SSD plus un disque dur, un SSD étant un disque dur flash, hein, comme une puce USB en fait, comme une clé USB, ça contient des puces qui vont vous permettre de faire du stockage. Bon, c'est des disques qui, des médias qui sont aujourd'hui extrêmement rapides comparé aux disques durs classiques. Donc, si vous n'utilisez pas tous les différents contrôleurs, vérifiez en fait physiquement qu'est-ce qui est branché sur vos contrôleurs par rapport à la couleur des ports. Vous allez pouvoir savoir ce qui est branché. Il faudra faire différents tests. Mais là, en l'occurrence, imaginons que vous utilisiez que le contrôleur Intel qui n'apparaît pas ici. Vous allez pouvoir désactiver ici le contrôleur de stockage Marvell pour pouvoir gagner du temps. Donc on va les désactiver ici. Par exemple, je n'utilise pas, imaginons le contrôleur LAN ici. J'ai deux contrôleurs LAN. Il y a le réseau Intel, le Realtek. Je suis branché sur le Intel pour aucune raison particulière. C'est juste que il y a plus de réglages un petit peu au niveau du pilote Intel que celui de Realtek. Je peux faire en fait ici comme j'ai la fibre avec un débit qui est vraiment très performant, je peux appliquer plus de réglages une fois démarré le système via le pilote Intel que via le pilote Realtek. Je vais donc désactiver ici le contrôleur, et ce qu'il faut savoir c'est que moins vous aurez de périphériques activés, plus vous gagnerez du temps de démarrage, et surtout moins de pilotes vous aurez à installer si vous ne servez pas. Vous allez vous retrouver sinon avec des points d'exclamation dans le gestionnaire de périphériques, et c'est tout juste galère d'aller installer, chercher les pilotes pour des choses que vous n'utilisez pas, donc autant les désactiver. Donc ici on a désactivé. Alors la configuration de port série, ça sert absolument à rien d'y toucher. C'est dans certains cas, lorsque vous rencontrez des conflits, vous allez devoir éventuellement attribuer ce qu'on appelle des IRQ. C'est ce qu'on faisait il y a très longtemps pour configurer, en fait, attribuer des adresses aux différents périphériques. Mais absolument, aujourd'hui, on n'a absolument plus besoin de toucher à ça du tout, à part cas extrême de conflit entre deux périphériques. On va revenir en arrière, on va retrouver ici gestion de l'alimentation des paramètres avancés. On va retrouver en fait ici restore ASI, donc ASI power loss. C'est tout simplement ce qui va se passer, c'est si vous avez une coupure de courant ou une extinction, voilà, quelconque, l'ordinateur, qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il doit rester éteint en cas de coupure, ou éventuellement s'allumer, ou éventuellement le dernier état, donc veille, etc. Après, bon, moi je sais que de base, personnellement, je laisse toujours sur éteint ici. On va retrouver mise en route via le clavier. Donc vous allez pouvoir attribuer une touche, c'est-à-dire que votre ordinateur est éteint, et si vous souhaitez par exemple que la barre d'espace, que lorsque vous appuyez sur la barre d'espace, l'ordinateur s'allume, et ben on va mettre barre d'espace, ou par exemple contrôle plus échappe, ou bouton d'alimentation. Excusez-moi, sachant que certains claviers comprennent en fait des boutons power qui permettent d'allumer directement l'ordinateur à partir de ce petit bouton. Moi personnellement, je vais le désactiver parce que j'en ai pas l'utilisation. Enfin, enfin voilà, ça me fait pas trop kiffer d'allumer mon PC avec la touche espace. Je préfère mon bon vieux bouton power à l'ancienne. Mise en route via la souris, bah vous avez compris, c'est le même principe. Mise en route, donc démarrage système par périphérique PCI, PCI Express, modem et événements RTC. C'est des choses qu'on utilise vraiment extrêmement rarement, à moins d'en avoir l'utilisation. Donc c'est pas la peine d'aller toucher à ça, à moins que vous ayez vraiment envie que dans telle configuration vous puissiez démarrer avec des lignes de commande à distance pour faire booter et démarrer la machine. Voilà, mais ça sert absolument à rien dans le cadre d'un particulier. Donc ici, on a fait les réglages. Moi, personnellement, je vous ai expliqué un peu les différents réglages. Je n'y touche pas, je les laisse par défaut. Voilà, on a fait à peu près le tour du coup de cette catégorie, il me semble. On a désactivé les périphériques qu'on n'avait pas besoin. Dans matériel, vous allez retrouver différentes informations, à savoir les températures processeur, la température de la carte mère, les vitesses de rotation, les révolutions par minute en fait, hein, la vitesse de rotation, nombre de tours par minute du ventirad processeur, ou de éventuellement la vitesse de la pompe si vous avez un water cooling. Dans mon cas, j'ai un water cooling, donc il interprète ça quand même. Voilà, c'est le nombre de rotations par minute de la pompe. On retrouve ici donc des valeurs NA, tout simplement parce qu'il n'y a rien de branché au niveau des connecteurs sur la carte mère. On va donc pouvoir se permettre de désactiver. Voilà, on va mettre ignorer.
ici puisqu'il n'y a rien de branché dessus, donc autant ne pas surveiller, ça ne sert absolument à rien. Le contrôle QFan CPU qui va être tout simplement le contrôle de votre ventilateur processeur qui est directement branché sur la carte mère, qu'on va laisser activer. Alors ici je vais mettre des valeurs de 400 tours par minute. Pourquoi? Dans certains cas, lorsque vous démarrez l'ordinateur, la rotation des ventilateurs met un certain temps à se mettre en route, et en fait il va vous dire que vous avez une erreur comme quoi les ventilateurs ne tournent pas assez vite, et le fait d'appliquer ces valeurs va régler ce problème. On va retrouver ici le profil de ventilation standard que voilà, que vous pouvez régler éventuellement, passer à silencieux si vous souhaitez avoir un ordinateur plus silencieux. Après je vous conseille de laisser quand même standard par défaut, sauf si vous avez après une grande tour qui vous permet de mettre je dirais un bon ventilateur qui vous permet de passer sur le mode silencieux. Turbo évidemment si vous souhaitez refroidir un petit peu mieux votre processeur, que vous avez une petite tour, bon ça devient bruyant, et éventuellement manuel si vous souhaitez vraiment les pousser ou créer des courbes en fait de réglage vous-même. Donc moi par défaut je laisse ici le mode standard qui fonctionne pour moi très bien. Le QFan châssis qui va être le contrôle de la ventilation châssis des ventilateurs branchés, donc 6 fans, hein, ce qu'on appelle SYS fans, les ventilateurs qui sont branchés directement sur la carte mère, que on n'a pas besoin de laisser activer, hein. Si vous n'avez pas de ventilateur branché direct sur la carte mère, vous pouvez les désactiver. Si c'est le cas, je vous conseille aussi pour cette rubrique de passer à 400 RPM, donc 400 tours minute. Tout simplement pour éviter le problème que je vous expliquais tout à l'heure. Le profil de ventilation, pareil, standard, silencieux, turbo ou manuel, selon ce que vous souhaitez au niveau du refroidissement ou du silence, selon la taille de votre ventirad et de votre tour aussi. Il y a des réglages qui sont à faire. Faut vérifier hein, les températures avant de s'amuser à toucher à ça. On retrouve ici le voltage du processeur. Donc on voit qu'à l'heure actuelle, donc il est à 1,15 volts, donc je conseille toujours de le laisser sous surveillance ainsi que les autres voltages, donc USB, divers, voilà le 12 volts. Alors faut toujours vérifier aussi que les valeurs ici correspondent à ce que vous avez, hein, que ce soit approchant quand même, parce que dans certains cas on peut détecter des problèmes d'alimentation directement juste en faisant du monitoring à ce niveau là. Si vous voyez que par exemple votre 12 volts qui est censé être à 12 ici un minimum, vous êtes à 8 volts ou à 9 volts et que vous avez des écrans bleus dans tous les sens, c'est pas la peine de vous demander d'où vient le problème. Le support anti-surge, en fait, ça va être un système de protection contre les surtensions, sauf que moi, ma machine est branchée sur un onduleur, donc je vais littéralement bypasser, je vais désactiver ça, surtout que dans certains cas, il fonctionne pas terrible. Alors effectivement, ça peut vous sauver d'une surtension, mais malheureusement, dans certains cas, si le courant, la décharge passe par exemple avec l'orage par votre RJ45, eh bien, ça va pas être super efficace. Donc voilà, on a fait le tour au niveau de ces réglages. Voilà, c'est fait, on voit les températures hein, qui sont tout à fait correctes puisqu'on est à 30 degrés. Alors on va passer à l'onglet démarrage, où on va retrouver ici l'état du verrou numérique au démarrage, c'est-à-dire est-ce que vous souhaitez activer le pavé numérique dès le démarrage ou non. Moi je le laisse par défaut activé parce que je trouve ça super pratique. Je vais désactiver ici le logo à l'écran, c'est-à-dire au démarrage vous avez un joli logo Asus, vous perdez 15 ans avec les différents réglages, les logos qui s'affichent, les ROM des différents contrôleurs, etc. Vous passez par 50 stades avant de démarrer, c'est juste énervant. Donc le but c'est vraiment de gagner un maximum de vitesse pour pouvoir démarrer le plus rapidement possible votre machine. Alors ici, attendre l'impression de F1 en cas d'erreur, c'est tout simplement si vous faites, imaginons un mauvais paramétrage dans l'UEFI ou une tentative d'overclocking, il va vous demander tout simplement d'appuyer sur F1 pour pouvoir continuer, ou d'appuyer sur d'autres touches pour accéder directement à l'UEFI pour pouvoir corriger les problèmes. Sachant que du coup il se fige en attendant votre décision hein, d'appuyer sur F1 ou d'appuyer sur Supr ou Del, etc. pour rentrer dans l'UEFI, ou éventuellement une autre touche pour certaines marques de carte mère aujourd'hui. Donc j'ai désactivé le logo plein écran. Le rapport poste, je vais le baisser sur 2 secondes pour gagner du temps au niveau de la checklist des composants, etc. Donc plus c'est rapide, mieux c'est. Après 2 secondes, moi ça me suffit parce que le PC démarre vraiment extrêmement rapidement. Ici au niveau de la ROM de priorité PCI, moi je suis sur la ROM ce qu'on appelle Legacy. Donc j'ai pas installé mon Windows en mode UEFI, donc moi je reste sur une ROM classique à l'ancienne. J'ai absolument pas envie de goûter au Windows installé en UEFI, etc. Moi ça me va très bien comme ça fonctionne vraiment très bien. Donc n'y touchez pas si vous n'avez pas l'utilité. Le message Option ROM, vous n'avez pas, enfin
pas besoin de toucher ça, vous le laissez par défaut. Ça servira à rien de toute façon que vous sachiez à quoi ça sert puisque vous n'en avez pas l'utilité. Le mode de configuration par défaut, alors EZ Mode ça va être l'écran de base Asus avec des gros boutons pour vous permettre de sélectionner mode normal, turbo, etc. D'appliquer des overclocking un petit peu exotiques fait par Asus qui fonctionnent absolument pas, qui sont absolument pas stables. Donc moi personnellement je mets toujours le mode avancé par défaut, comme ça je rentre directement dans le mode avancé quand je rentre dans l'UEFI et ça me permet d'accéder directement à mes réglages de manière plus poussée. Alors ici on voit que donc l'option de démarrage numéro 1 c'est le SSD Samsung qui est donc mon disque dur système, qui contient mon système et je vais tout simplement régler celui-ci en priorité évidemment puisque c'est le premier au niveau qui est branché, c'est le premier sur lequel il doit démarrer. Je vais donc me permettre de désactiver ici le lecteur optique puisque je vois pas l'intérêt, je m'en sers en cas de réinstallation, on a des touches qui nous permettent de dire sur quel périphérique on veut démarrer. Donc ici on vérifie, on a bien les Plextor, donc mes lecteurs optiques qui sont configurés, mais qu'on peut aussi si on le souhaite désactiver puisque on n'a pas franchement l'utilité de on réinstalle pas tous les jours et dans tous les cas comme je vous le disais vous allez pouvoir par la suite appuyer sur une touche pour pouvoir décider sur quel périphérique vous démarrez. Mais je vous conseille de le laisser comme c'est réglé par défaut, ça n'a pas vraiment d'incidence. Les priorités au niveau des disques durs, voilà, on voit que ici ça démarre bien sur le SSD et on peut donc ici désactiver les autres périphériques, mais pareil ça n'a pas vraiment d'influence à ce niveau là. Donc ici les réglages sont effectués, voilà, donc il n'y a rien de particulier à savoir en plus à ce niveau. Voilà, donc on va retrouver maintenant le dernier onglet, donc les outils. On va retrouver ici l'utilitaire Asus EZ Flash 2 qui est très pratique en fait puisqu'il va vous permettre de flasher directement votre BIOS à partir d'un périphérique externe, donc clé USB ou autre support disque dur externe. Donc c'est très simple à utiliser, il suffit de rentrer dedans, d'aller chercher votre fichier BIOS, de l'appliquer et basta. Il aura fait la mise à jour assez rapidement tout en essayant de pas couper l'ordinateur au niveau du secteur, etc. parce que vous pourriez avoir de gros problèmes en cas de coupure de courant aussi. Donc je vous conseille toujours d'avoir un onduleur, c'est quand même vachement pratique pour éviter en cas de flash de BIOS d'avoir des problèmes au niveau de votre carte mère par la suite. Les informations SPD en fait ça va être les informations qu'on peut lire au niveau des profils mémoire. Donc là par défaut on voit le profil GDEC qui est donc à 1333 MHz avec un voltage d'1,50 et des timings de 9, 9, 9, 24, 33 qui sont les timings principaux. Et ce qu'on voit en fait, on retrouve différentes informations, à savoir la marque de la barrette mémoire, sa taille, sa fréquence actuelle, la fréquence, donc ça c'est ici on voit 1600 tout simplement, ça c'est la référence de la barrette de RAM Kingston et on voit que c'est de la 1600 MHz et donc il faut appliquer le réglage pour pouvoir tout simplement profiter du maximum de performance et régler comme il faut votre machine. Moi je sais que certains assembleurs certains assembleurs ils vous installent votre machine, ils vous l'assemblent, ils vous l'installent Windows, boum, vous la récupérez, vous croyez que vous avez une super machine bien réglée et pour le coup c'est pas fait. Donc comme je disais, voilà, imaginons vous avez acheté une moto, dans certains cas certains vous règlent la moto correctement quand même pour pouvoir être sûr que vous bénéficiez vraiment de la puissance maximum, et ben là c'est la même. Donc on va retrouver ici la semaine et l'année de production des barrettes mémoire, donc on voit que c'est la 49e semaine de 2012 et il vous explique en fait la révision XMP ici qui est la révision donc 1.2. On retrouve ici les différentes valeurs donc à appliquer lors du réglage des barrettes mémoire en 1600 MHz. Donc lorsqu'elle est en 1600 MHz, le voltage est le même, c'est 1.50 et il vous recommande d'appliquer ces timings qui sont à vérifier par rapport aux valeurs qui sont ici dans votre BIOS. Sachant que moi je fais des réglages évidemment qui sont préconisés par les constructeurs pour vraiment optimiser et utiliser le maximum de puissance et de bande passante que la mémoire peut offrir sur ce type de carte mère. Et c'est valable pour toutes les machines. Alors on va retrouver dans le slot 2 ce qu'on va pouvoir voir, c'est que c'est les mêmes types de modules mémoire, sauf que la production en fait est un petit peu antérieure, c'est-à-dire elle est plus récente. On est sur la 39e semaine de 2013, elles ont le même profil XMP. Et on retrouve ici voilà celle de 2012 puisque c'est un dual channel et je les ai installés comme il faut et voilà on peut voir différentes informations ici. Donc bah on a un petit peu fait le tour, sachant qu'après je sais qu'il y a aussi certains outils qui s'appellent par exemple Asus Drive Expert chez Asus. Là ici vous pouvez enregistrer vos profils d'overclocking ou même vos profils de réglage tout court, mais ça c'est une autre histoire puisque je vous expliquerai un petit peu comment par la suite comment overclocker
overclocker suite à la demande de Burnout, hein, qui m'a prêté le boîtier Avermedia là. Donc je ferai une petite vidéo pour expliquer un petit peu les bases de l'overclocking, sachant que c'est pas une science exacte, et que donc on peut pas appliquer à forcément à un cas. Il y a des bases évidemment, mais il y a des cas bien spécifiques. Le matériel en fait, c'est-à-dire que c'est comme les voitures. Vous achetez une voiture, aussi bien deux fois la même voiture avec les mêmes moteurs, le moteur n'aura pas le même rendement sur l'une et sur l'autre, tout simplement parce que des fois c'est des moteurs qui sont plus ou moins bien, qui vont être plus ou moins solides, etc. Et c'est valable aussi pour l'informatique. Donc bah là on a fait le tour. Du coup des réglages disponibles existants. Et puis bah voilà. Du coup bah je tiens encore à remercier Burnout de m'avoir prêté donc son boîtier Avermedia pour pouvoir faire ce type de vidéo, parce que c'est quand même vachement pratique, hein, et c'est tout juste sympa à utiliser. Après au niveau de la résolution je suis limité en 720p, je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'est une limitation due à l'ancienne génération du UEFI qui refuse de démarrer à la base en 1080, et donc j'ai pas pu tout simplement faire une capture en 1080, puisque il y a une limitation visiblement au niveau de la génération de cette carte mère là. Voilà, donc bah écoutez, je vous retrouve très bientôt donc pour une nouvelle vidéo où je vous expliquerai comment overclocker, les bases en fait de l'overclocking et les choses à respecter lorsque vous voulez tenter d'augmenter la puissance de votre processeur pour pouvoir pouvoir en fait c'est bien l'overclocking tout simplement parce que dans certains cas vous avez acheté un processeur, quelques années plus tard, bon au début ça marchait très bien, quelques années plus tard vous avez besoin d'un petit peu plus de puissance, et c'est dans ce cas là où on va appliquer l'overclocking pour pouvoir rendre la machine plus rapide, que ce soit en jeu ou en bureautique ou pour de l'encodage vidéo, c'est à dire que vous bénéficiez du matériel plus puissant sans en racheter, ce qui est quand même pour le coup vachement pratique. Du coup je vous dis à très bientôt, je vous souhaite un très bon week-end et à bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Salut à tous.